L'importance du commerce maritime pour l'économie mondiale ne peut pas être sous-estimée. Après tout, environ 80% de toutes les marchandises transportées dans le monde le sont par mer. C'est pourquoi les nations mondiales investissent continuellement dans l'infrastructure maritime, s'efforçant d'améliorer leur influence géopolitique en contrôlant stratégiquement les routes maritimes critiques. Mais il y a un seul pays prêt à devenir un acteur clé dans l'avenir du commerce maritime. Canada. L'avenir prometteur du Canada repose sur quelques facteurs essentiels: son littoral étendu, ses ports sans glace et sa situation stratégique. Cependant, aucun de ces facteurs n'est aussi crucial que le potentiel du Canada dans l'Arctique, la véritable raison pour laquelle ce pays est considéré comme l'avenir du commerce maritime. Le contrôle du Canada sur l'Arctique pourrait dévoiler des opportunités économiques sans précédent, de croissance, d'exploitation de ressources et d'influence mondiale. Si tout se passe comme prévu, le Canada pourrait remodeler de manière irréversible les dynamiques du commerce maritime mondial. Bien sûr, c'est un grand si. Pourquoi? Eh bien, tous les pays ne sont pas exactement en accord avec les aspirations du Canada dans l'Arctique, les États-Unis étant parmi eux. Mais avant de plonger dans les défis des ambitions du Canada, nous explorerons d'abord ce qui fait de l'Arctique une région si convoitée dans le commerce maritime. Commençons par les bases. L'Arctique est une région polaire située autour du pôle nord de la Terre. Cette région englobe l'océan Arctique, ses adjacences et des parties de plusieurs pays. Voici les pays et les parties en question. Le Canada est la star de cette vidéo. Le Canada détient une part substantielle de la région arctique, constituée du nord-ouest, des territoires du Nunavut, Yukon et du nord de plusieurs provinces. L'Arctique canadien abrite environ 150 000 habitants, dont la plupart sont indigènes. Le numéro 2 est le Royaume du Danemark, qui se compose de 3 parties, le Danemark, les îles Féroé et le Groenland. Comme vous le savez, le Groenland occupe une grande partie de la région arctique. Fait intéressant cependant, le Groenland, la plus grande île non continentale du monde, n'est habitable qu'à 15%, laissant de la place pour seulement 17 villes et 58 villages. Le reste de la zone est recouvert de calottes glaciaires comme la plupart de l'Arctique, ou du moins l'était. Mais nous y reviendrons bientôt. Pour l'instant, mentionnons le pays numéro 3, la Finlande. Presque un tiers de la superficie de la Finlande se situe au-dessus du cercle arctique dans la province de Laponie. Pourtant, cette province est peu peuplée, ne représentant que 3% de la population du pays de 5,5 millions d'habitants. L'Ostrobotnie et le Kainuu sont parmi les territoires finlandais notables de l'Arctique. Le numéro 4 est l'Islande, le pays du feu et de la glace. Bien que ce pays ne fasse techniquement pas partie du continent arctique, l'ensemble de son territoire se trouve dans la région arctique. Cependant, le cercle arctique ne passe qu'à travers 2 de ses territoires. L'île de Grimsey, à environ 40 km au large de la côte nord de l'Islande, et Kolpinsa, à plus de 145 km de la même côte. Le 5e pays est la Norvège, dont la masse terrestre est presque à 50% dans le territoire arctique. Cette masse comprend les éléments suivants: les comtés de Nordland, Troms et Finnmark, l'archipel du Svalbard et l'île de Jan Mayen. Environ 490 000 personnes vivent dans ces territoires arctiques, ce qui représente un dixième de la population norvégienne totale. Mais ce n'est pas le seul chiffre impressionnant dans les statistiques arctiques de la Norvège. La zone maritime arctique du pays couvre près de 580 000 miles carrés, l'équivalent de la France, de l'Allemagne et de l'Espagne combinés. Le 6e pays est une autre nation scandinave, la Suède. Västerbotten et Norrbotten, les comtés les plus nordiques de Suède, sont reconnus comme territoires arctiques. Bien que ces territoires représentent environ un tiers de la superficie géographique du pays, ils ne comptent qu'environ un demi-million d'habitants, une infime fraction de la population totale de la Suède d'environ 10 millions. 2 autres pays entrent dans la catégorie des États arctiques. Premièrement, et 7e pays sur notre liste, est la Fédération russe. Plus de 15 000 miles de la côte arctique appartiennent à cette puissante nation. Cela inclut les territoires suivants: la région de Mourmansk, les Nenets, Yamal-Nenets, la République des Komis et les okrougs autonomes de Tchoukotka dans leur intégralité. Il y a les parties nord de la région d'Arkhangelsk, la République de Sakha, Yakoutie, la République de Carélie et les municipalités du Kraï de Krasnoïarsk, en plus des îles et archipels dans la partie russe de l'océan Arctique.
Pas moins de 2,5 millions d'habitants russes vivent dans ces territoires, représentant presque la moitié de la population totale vivant dans l'Arctique. Et enfin, le pays numéro 8 qui pourrait jouer un rôle énorme dans les futures entreprises maritimes du Canada est les États-Unis. Les États-Unis sont officiellement devenus une nation arctique après l'achat de l'Alaska en 1867. Les territoires du pays au-dessus du cercle arctique comprennent les suivants: l'arrondissement du versant nord, l'arrondissement de l'Arctique du nord-ouest et la zone de recensement de Nome. Les États-Unis ont des intérêts variés dans l'Arctique, le commerce maritime gagnant récemment en importance parmi eux. Mais qu'est-ce qui rend l'Arctique si crucial dans le commerce maritime? La réponse est simple. Cette région offre de nouvelles voies de navigation et des opportunités illimitées. Malheureusement, cela a un coût colossal. Vous voyez, la seule raison pour laquelle ces opportunités se présentent est la fonte des glaces de l'Arctique, une conséquence directe du changement climatique mondial. La fonte des glaces arctiques pourrait provoquer des ravages mondiaux. Par exemple, cela pourrait engloutir des pays comme Tuvalu et les Maldives d'ici la fin de ce siècle. Cependant, beaucoup ont perçu une conséquence de la fonte des glaces de l'Arctique comme positive. Là où il y avait de la glace, il y a désormais de l'eau navigable. Plus la glace fond, plus les grandes voies de transit à travers l'Arctique se développent. Cela concerne principalement deux routes, le passage du Nord-Ouest, ou passage du Nord-Ouest, et la route de la mer du Nord, route de la mer du Nord, mais nous discuterons de ces routes plus en détail plus tard dans la vidéo. Pour l'instant, explorons les effets de l'augmentation de la navigabilité de la région arctique. Bien sûr, seul l'un de ces effets compte pour les besoins de cette vidéo, l'augmentation du trafic arctique. Entre 2013 et 2019, le nombre de navires uniques entrant dans la zone arctique a augmenté de 25%. Le nombre de navires uniques entrant dans la zone arctique a augmenté de 25%. Vous comprendrez bientôt pourquoi 2013 a été une année clé pour la navigation arctique. Dans l'Arctique canadien, les navires de pêche et les navires de marchandises ont mené cette incroyable augmentation du trafic, augmentant respectivement de 106,2% et 122% de 2009 à entre 2013 et 2019. Le nombre de navires uniques entrant dans la zone arctique a augmenté de 25%. Au total, le trafic total dans l'Arctique canadien a été multiplié par 1,92 pendant la même période. Il a presque doublé. Plus important, ces chiffres ne montrent aucun ralentissement. En fait, les experts prévoient que près de 5% du commerce maritime mondial total pourrait être déployé par la région arctique d'ici 2050. Cela signifie que quiconque contrôle les passages maritimes à travers cette région pourrait obtenir d'énormes avantages économiques et géopolitiques. Comme les choses se présentent actuellement, le Canada est prêt à être le pays en charge de cette région critique, car le passage du Nord-Ouest passe principalement par son territoire. En d'autres termes, le Canada considère ce passage comme une partie des eaux internes canadiennes. Bien sûr, toutes les nations ne sont pas d'accord avec cette classification. Mais avant d'explorer les défis entourant les revendications sur le passage du Nord-Ouest, voyons pourquoi cette route est un enjeu si important. Le passage du Nord-Ouest est une route maritime, reliant les océans Pacifique et Atlantique, rendant ainsi le transport entre l'Asie et l'Amérique du Nord nettement plus rapide et moins cher. Avec cela à l'esprit, il ne devrait pas être surprenant que la découverte de ce passage ait été l'une des principales quêtes des premiers explorateurs à la recherche de routes commerciales plus efficaces entre l'Europe et l'Asie. Ces quêtes remontent à l'époque de Christophe Colomb. Colomb cherchait un passage navigable comme route commerciale vers l'Asie, mais était bloqué soit par la glace, soit par des eaux agitées, soit par les Amériques. Ces tentatives se poursuivraient pendant des siècles, sans succès à chaque fois, amenant les explorateurs à croire que le passage du Nord-Ouest n'était rien d'autre qu'un mythe. Tout a changé en 1906, lorsque Roald Amundsen, un explorateur norvégien, et 6 de ses membres d'équipage ont réussi à traverser l'ensemble du passage du Nord-Ouest. Il leur a fallu 3 ans pour voyager de la Norvège à l'île Herschel au Canada. Mais chaque seconde de ce voyage en valait la peine, car elle marquait une réalisation historique dans l'exploration de l'Arctique. Cependant, il est important de noter que le navire d'Amundsen, le Gioa, était un petit vaisseau qui pouvait facilement naviguer dans les canaux complexes et les eaux peu profondes du passage du Nord-Ouest. Plus d'1 siècle s'écoulerait avant qu'un navire commercial réussisse un voyage à travers ce passage. Cet honneur revenait au Nordic Orion MS, un transporteur de vrac danois qui a traversé le passage du Nord-Ouest presque sans glace de Vancouver, Canada, à Pori, Finlande en 2013 au lieu de passer par le canal de Panama.
Ce mouvement a raccourci le voyage de l'équipage de 4 jours, a permis au navire de prendre 25% de cargaison en plus et a économisé jusqu'à 80 000 $ en coût de carburant. Ce voyage historique était responsable d'une chose cruciale de plus, une route proposée d'est en ouest. Voici à quoi ressemblerait cet itinéraire étape par étape, ou mieux encore, arrêt par arrêt. Le voyage commencerait dans le détroit de Davis au Nunavut, Canada. De là, le bateau irait vers le nord à travers la baie de Baffin pour atteindre l'archipel canadien. Après avoir traversé cet archipel, le navire peut continuer vers la mer de Beaufort. La mer des Tchouktches est la suivante et le navire pourrait l'utiliser pour sortir dans le détroit de Bering, qui sépare la Russie et l'Alaska. Pour l'instant, cette route n'est parfois possible qu'avec l'escorte d'un brise-glace, bien que certains navires aient effectué le voyage sans en avoir. Si la fonte de la glace de l'Arctique persiste à ce rythme, la région pourrait se retrouver sans glace durant l'été dans un futur proche, supprimant totalement le besoin d'escorte de ce type. Bien que les scientifiques débattent encore de quand cela pourrait se produire, la plupart s'accordent à dire que le passage du Nord-Ouest pourrait devenir nettement plus accessible entre 2040 et 2059. Lorsque cela se produira et que l'Arctique s'ouvrira pleinement au transport maritime, les schémas de navigation à travers le monde changeront de manière irréversible. Après tout, pourquoi un navire voyageant du Japon à l'Europe de l'Ouest parcourrait-il 13 000 miles par le canal de Suez, alors qu'il peut passer par le détroit de Bering et réduire son voyage de 6 000 miles? C'est presque la moitié de la distance du voyage original, ce qui signifie à son tour la moitié du coût. Parler d'un changement de jeu, bien sûr, cela signifie également que les canaux de Suez et de Panama connaîtraient probablement un changement significatif dans leur rôle, leur importance et, naturellement, leurs revenus. En même temps, le passage du Nord-Ouest verrait une augmentation impressionnante du trafic, de l'influence et des revenus. Il en va de même pour le pays qui le contrôle. Maintenant, les pays de l'Arctique sont généralement amicaux les uns envers les autres, avec des cadres de coopération établis comme le Conseil de l'Arctique. Mais avec autant d'avantages économiques et géopolitiques en jeu, le maintien de cette camaraderie pourrait être mis à l'épreuve. Pour aggraver les choses, les 8 pays que nous avons énumérés au début de cette vidéo ne sont pas les seuls qui pourraient chercher à avoir une part dans les opportunités potentielles de l'Arctique. Vous voyez, en plus des 8 États membres du Conseil de l'Arctique, il y a aussi 12 États observateurs. Cependant, parmi ceux-ci, un a le plus à gagner des changements de dynamique dans l'Arctique, la Chine. En tant qu'économie basée principalement sur la fabrication pour le monde occidental, la Chine voit l'Arctique comme l'arène cruciale pour les opportunités économiques. Après tout, le passage du Nord-Ouest rendrait le monde occidental immensément plus accessible, raccourcissant les temps et les coûts d'expédition. Cela aiderait, en retour, à renouveler leur compétitivité alors que des pays rivaux comme le Vietnam et le Bangladesh menacent de saper la domination de la Chine dans la fabrication. Avec cela à l'esprit, aucune de ces récentes actions ne devrait surprendre. En 2016, l'administration de la sécurité maritime de la Chine a publié un guide de 356 pages sur la navigation dans le passage du Nord-Ouest. En 2018, les responsables chinois ont déclaré le pays comme une nation quasi-arctique. Et en 2023, le premier brise-glace polaire construit en Chine, Zhuelong 2, est entré dans le cercle arctique pour commencer une expédition scientifique. Certes, la Chine prétend qu'elle respecterait toutes les lois internationales mises en place. Cependant, compte tenu des antécédents du pays en matière de revendications et de litiges territoriaux, vous seriez justifié d'aborder de telles assurances avec scepticisme. Et les membres du Conseil de l'Arctique? Eh bien, le passage du Nord-Ouest traverse les eaux de 3 pays, le Canada, les États-Unis et le Royaume du Danemark. Cependant, le conflit le plus significatif à cet égard est sans doute entre les États-Unis et le Canada. Cela vient probablement comme une surprise à quiconque est familier avec l'histoire entre ces deux pays, car ils ont toujours entretenu une relation amicale, du moins en surface. Le problème réside dans la désignation du passage du Nord-Ouest. Comme mentionné précédemment, le Canada considère ce passage comme une voie navigable interne. Cependant, les États-Unis plaident pour que le passage du Nord-Ouest soit déclaré voie navigable internationale, permettant une totale liberté de navigation. Cela est généralement fait lorsqu'un point de congestion de la navigation pourrait empêcher certains pays d'accéder à un océan. En déclarant cette voie navigable comme un détroit international, toutes les nations se voient accorder un passage sans restriction pour leurs navires, sans interférence de l'État côtier. Prenons les détroits danois comme exemple. Bien qu'ils soient entièrement entourés par le Danemark, ils ont été déclarés voies navigables internationales pour accorder aux pays scandinaves et baltes un accès à l'océan.
Il en va de même pour le fleuve Danube, qui offre un accès à l'océan aux pays enclavés comme l'Autriche, la Hongrie et la Serbie. Selon le Canada, le passage du Nord-Ouest diffère considérablement des exemples précédents. Différence majeure, l'utilité du passage. Vous voyez, le Canada soutient qu'un nombre significatif de navires a dû emprunter une route avec succès avant qu'elle puisse être déclarée voie navigable internationale. Dans le cas du passage du Nord-Ouest, ce chiffre n'a atteint que la dizaine. De plus, sans aucun pays en charge du passage du Nord-Ouest, cette route peut être une entreprise assez dangereuse. Pourquoi? Il n'y a pas de capacité de recherche et de sauvetage à proximité. Cela signifie que si un navire traversait ce passage à l'aveugle et rencontrait un problème, les opérations d'assistance et de sauvetage en temps opportun seraient presque impossibles. Cependant, si le Canada devait facturer des frais de passage similaires à ceux des canaux de Panama ou de Suez, il aurait à la fois les ressources et la responsabilité de mettre en place un système de recherche et de sauvetage robuste pour surveiller la route. Mais encore une fois, le contrôle total sur le passage du Nord-Ouest permettrait au Canada de dicter essentiellement quels navires sont autorisés à passer. Cela signifie à son tour que le pays aurait une énorme influence sur les économies des grandes nations manufacturières. Disons que les responsables canadiens décident d'interdire aux navires chinois de traverser le passage du Nord-Ouest tout en accordant l'accès aux navires vietnamiens. Ce seul mouvement rendrait les produits chinois non compétitifs pour les marchés occidentaux, portant un coût majeur à l'économie du pays. Ce scénario rend encore plus évident pourquoi cette question est si controversée. Cependant, la plupart des experts familiers avec les opérations du Canada dans le transport maritime font entièrement confiance au Canada pour respecter les lois et règlements internationaux en maintenant une approche juste et impartiale de la gestion du passage du Nord-Ouest. Après tout, nous parlons d'un pays qui était un membre fondateur de l'Organisation maritime internationale en 1948 qui établit les normes mondiales pour des pratiques de navigation sûres, sécurisées et respectueuses de l'environnement dans le monde entier. En décembre 2023, le pays a été réélu au Conseil de l'Organisation maritime internationale, poursuivant son travail dans divers domaines du transport maritime international. De manière intéressante et importante, l'un de ces domaines est également la coopération arctique et la protection des eaux polaires. Le Canada a dirigé le développement du Code international pour les navires exploitant en eau polaire, ou le Code polaire en abrégé, établissant des normes de sécurité et environnementales pour les navires opérant dans les conditions difficiles des eaux polaires, y compris l'Arctique. En 2024, le pays prévoit également de proposer la création d'une zone de contrôle des émissions dans les eaux arctiques canadiennes, visant à atténuer l'impact environnemental et à protéger les précieux écosystèmes arctiques essentiels au mode de vie inuit. Le Canada est également un leader dans la biotechnologie marine qui promet de donner lieu à des découvertes révolutionnaires à l'avenir. Par le biais du Conseil national du bien-être des gens de mer, ce pays s'efforce également d'améliorer le bien-être des marins en s'attaquant aux défis uniques de ceux qui travaillent dans les eaux arctiques. De même, grâce à des investissements dans le programme de formation marine, le Canada vise à attirer davantage de femmes, de personnes autochtones et de nordiques à poursuivre des carrières dans le secteur maritime. Les femmes ne forment qu'environ 1,2% de la main-d'œuvre maritime mondiale actuellement. Tous ces mouvements signalent clairement une chose. Le Canada prend au sérieux le secteur maritime. Cela devrait dissiper tous les doutes concernant son engagement envers une expédition maritime responsable dans la région arctique. Bien sûr, toutes ces initiatives et actions ne sont pas simplement dues à la bonté du cœur des responsables canadiens. La vérité est que le commerce maritime est une partie cruciale de l'économie et du mode de vie canadien. Après tout, ce pays possède la plus longue côte du monde et des escales dans les océans Atlantique, Pacifique et Arctique, ainsi que dans les Grands Lacs. Rien qu'en 2022, le commerce maritime a directement généré près de 30 000 emplois, tout en atteignant une valeur de 345 milliards de dollars. Ce chiffre signifie que le Canada était responsable de 23% du commerce international total. La même année, les ports et le transport maritime ont rapporté 194 milliards de dollars des importations totales du Canada en valeur, tout en représentant 151 milliards de ces exportations. Au cours de cette année, les autorités portuaires canadiennes ont géré près de 340 millions de tonnes de volume total de marchandises. Même avec ces chiffres stupéfiants, le secteur maritime recèle encore beaucoup de potentiel inexploité pour le Canada et son économie.
Avec plus de 1,35 million de miles carrés de territoires arctiques sous son contrôle, il est clair que la région arctique est essentielle à ce potentiel. Avec l'ouverture du passage du Nord-Ouest, le Canada pourrait stimuler ces régions historiquement sous-développées dans l'extrême nord. De plus, si une grande partie du trafic maritime mondial passait par le passage, ces régions deviendraient rapidement des centres vitaux de transport, de commerce et de logistique, stimulant leur population. Avec tout cela à l'esprit, nous avons une autre question à répondre. Comment le Canada peut-il se préparer à l'ouverture du passage du Nord-Ouest à la navigation? Actuellement, il n'y a pas d'accord réglementant qui peut et ne peut pas traverser le passage du Nord-Ouest. Les seuls accords existants sont entre les États-Unis et le Canada. Par exemple, l'accord de coopération arctique de 1988 stipule que les États-Unis doivent demander le consentement du Canada pour envoyer un brise-glace à travers le passage du Nord-Ouest. Cependant, avec l'augmentation du gain monétaire en jeu, il semble que les États-Unis ont commencé à ignorer cet accord. Cela ne fait que renforcer la nécessité d'un nouvel accord, qui ne serait pas nécessairement limité aux États-Unis. Cet accord reflèterait la politique du Canada selon laquelle le passage du Nord-Ouest appartient à ses eaux internes et, à ce titre, est entièrement sous le contrôle du pays. Il convient également de mentionner que les responsables canadiens n'ont jamais même sous-entendu que ce passage serait interdit à certains pays. Tout ce qu'ils ont dit, c'est que le voyage à travers ce passage se ferait selon les conditions du Canada. Maintenant, en parlant de ces conditions, le Canada a deux options: facturer des frais de passage et permettre l'utilisation gratuite du passage du Nord-Ouest. Décortiquons rapidement chacune de ces options. Facturer des frais pour le passage du Nord-Ouest apporterait deux avantages majeurs au Canada. Premièrement, cela réduirait le nombre de navires traversant le passage, protégeant ainsi l'écosystème arctique et ses habitants. Deuxièmement, le pays pourrait financer de multiples entreprises maritimes, des investissements en recherche et sauvetage aux initiatives de conservation environnementale. Le Canada pourrait aussi utiliser ces fonds pour soutenir le mode de vie des peuples autochtones. Cette option rendrait probablement le passage par l'Arctique financièrement insoutenable pour de nombreux groupes et entreprises. Cela signifie que le Canada n'imposerait probablement aucune autre réglementation spécifique aux utilisateurs du passage du Nord-Ouest. En somme, il suffit de les facturer. Ce mouvement pourrait éventuellement apaiser les nations en désaccord avec les revendications de propriété du Canada sur le passage du Nord-Ouest, car cela ne restreindrait leur voyage que monétairement. Pour la deuxième option, le Canada permettrait l'utilisation libre du passage du Nord-Ouest. Bien sûr, par gratuit, nous entendons sans frais, car cette option viendrait probablement avec d'autres limitations concernant la sécurité, l'environnement et la navigation. Néanmoins, un passage gratuit attirerait probablement beaucoup plus de navires du monde entier, augmentant la stature du Canada auprès des autres nations. Après tout, le Canada serait le pays qui leur permettrait un commerce nettement moins cher. Le Canada tirerait probablement le plus de bénéfices des partenariats asiatiques parmi ces nations. Les entreprises asiatiques voyaient le passage du Nord-Ouest comme une opportunité pour minimiser les coûts et croître. S'ils étaient autorisés à l'utiliser et à le faire gratuitement, ils seraient probablement plus ouverts à des accords bilatéraux qui bénéficieraient énormément au Canada sur le long terme. Bien sûr, l'ouverture du passage du Nord-Ouest au libre-échange comporte de nombreuses menaces environnementales. Les déversements, la pollution et le bruit sont quelques exemples. Ces menaces pourraient avoir un impact sévère sur le mode de vie traditionnel du peuple inuit. Sans parler de leur impact néfaste sur l'environnement, qui pourrait considérablement retarder les initiatives écologiques du Canada. Sur la base de ces facteurs, on pourrait probablement conclure que la première option serait nettement plus bénéfique pour le Canada et ses habitants à long terme. Il reste maintenant le petit problème d'obtenir l'accord d'autres nations, principalement les États-Unis, sur la position du Canada concernant le passage du Nord-Ouest. De nombreux experts pensent que les États-Unis devraient et finiront par accepter la revendication du Canada sur le passage du Nord-Ouest. Pourquoi? Parce que c'est la seule façon d'empêcher la Chine et la Russie de revendiquer la même région. Ces deux pays ont déjà fait des mouvements quelque peu agressifs, et la dernière chose que les États-Unis veulent, c'est voir l'Arctique tomber entre les mains de nations ayant potentiellement des intérêts conflictuels. Si le passage du Nord-Ouest était officiellement considéré comme faisant partie du Canada, le pays pourrait le protéger, peut-être même avec l'aide de la marine américaine. Qu'en pensez-vous? Partagez vos pensées en commentaire ci-dessous. Si cette vidéo vous a plu, découvrez pourquoi les États-Unis ont acheté l'Alaska à la Russie ou cette autre vidéo qui pourrait vous intéresser. Merci d'avoir regardé.